Le titre de notre communication, Le paradoxe de l'apothicaire, est un pastiche de la version publiée de la thèse d'Emmanuel Cadot intitulée Le paradigme de l'apothicaire. Et donc nous allons essayer de donner tort à notre précédente intervention en disant que nous allons créer une tradition nantaise et un appel aux grands anciens, puisque Emmanuel Cadot, comme vous le savez peut-être, nous a quittés il y a quelques années maintenant. Donc c'est une conférence à 2 voix, on va essayer de rendre ça dynamique tout de même. Julie Cadéot, qui est doctorante en histoire du droit sur le régime des apothicaires en Bretagne à la période moderne, fera donc la première partie de cette intervention. Et en ce qui me concerne, donc Thomas Delannoy, je fais une thèse sur la coutume de Bretagne et la pratique notariale au Moyen-Âge. Donc je sors complètement de mon domaine de compétences et également de ma période, puisque je vais traiter de la période post-révolutionnaire, ce qui est quelque chose de tout à fait neuf en ce qui me concerne. Donc je vous prie par avance d'être indulgent. Voilà. Alors en effet, pas de suspense, l'apothicaire est mort, vive le pharmacien, mais cela ne nous empêche pas de nous pencher sur ce paradoxe. Et comme dirait Louis XII, qui est épicier n'est pas apothicaire, mais qui est apothicaire est épicier. En effet, on constate avec cette sentence une dualité, un double discours finalement dans l'exercice de la profession d'apothicaire. Nous sommes en présence d'une activité en apparence civile, pourtant régie par le Code de commerce, d'une activité commerciale, mais non soumise à son principe phare, j'entends par là la liberté du commerce et de l'industrie, et finalement d'une activité structurée par un ordre professionnel et soumise aussi à une déontologie médicale. Alors on peut décrypter la nature de cette activité et son évolution juridique à l'aune de l'étude de la sémantique. Alors en effet, dans un premier temps, nous pouvons voir que finalement la distinction de ces 2 termes, donc du terme de pharmacien et d'apothicaire, induira une distinction aussi juridique. Alors pour ce qui est de la distinction sémantique, au XVIe siècle, Jean de Renoux, dans ses œuvres pharmaceutiques publiées en 1626, plus précisément dans son livre 1, Qu'est-ce que le vrai pharmacien? Quel est son sujet, son objet et sa fin? A priori, on peut lui faire confiance. Marque donc une différence entre les 2 termes. Je cite, « Il y en a qui font la différence entre le nom de pharmacien et d'apothicaire, car ils disent que le pharmacien compose et mixtionne les médicaments, tandis que l'apothicaire les entasse en un lieu propre et les vend en gros et en détail. » Ici, nous sommes finalement en présence d'une distinction sémantique opérée par l'activité professionnelle, l'un étant qualifié de pharmacien, donc au vu de ses compétences scientifiques, l'autre étant un apothicaire du fait de son activité de vente. Donc jusqu'à la Révolution, le terme d'apothicaire fait clairement écho à une activité issue d'une culture commerciale. À ce propos, le nom d'apothicaire existe, donc jusqu'à la fin du XIIIe siècle, sans que finalement que ses attributions ne soient bien connues. Il n'a finalement d'apothicaire que le nom. Autre exemple, dans son livre des métiers incontournable, Étienne de Boileau va citer une ordonnance qui va énumérer finalement les métiers et les personnes exemptes de guet. Et donc, au sein de cette dernière, les métiers sont nommés sans ordre et les apothicaires apparaissent dans cette ordonnance, aux côtés des orfèvres et autres marchands qui vendent sur le marché. Donc ici, finalement, les apothicaires vont être nommés, mais ne sont pas pharmaciens. C'est à peine, finalement, si ce sont des réels apothicaires. Ils sont vraiment considérés comme des marchands. Marchands qui, on va le voir plus tard, vendent quand même beaucoup de matières médicamenteuses. Donc le mot existe ici, mais pas la chose en elle-même. Ces apothicaires n'étaient donc que des marchands, des herboristes, des droguistes, qui détaillaient des substances, toutes préparées déjà, employées en médecine, après du coup, par donc les pharmaciens. En atteste aussi un édit de Charles VIII, datant de 1484, concernant l'individualisation des apothicaires et épiciers, constitués donc en une seule corporation, qualifiant expressément ici ces 2 corps comme des commerçants, au même titre que les épiciers, les drapiers ou les merciers. Voilà, donc finalement, on a une amalgame entre apothicaires et tous les autres corps de métier. Ils n'ont pas vraiment de spécificité. Toutefois, comme je vous l'ai dit, la qualification sémantique induisant un régime juridique, à partir du XVIIIe siècle, avec l'apparition ici d'un cadre légal approfondi, va finalement rapprocher les 2 termes de pharmacien et d'apothicaire
leur donnant ici une dimension, je dirais, plus scientifique, plus professionnelle. En effet, la célèbre déclaration du 25 avril 1777 va distinguer dans un premier temps la profession d'apothicaire de celle d'épicier. Donc la distinction finalement des apothicaires et des épiciers, ce ne sont plus des marchands comme les autres. Cette dernière va réserver, pour ceux qui ne la connaissent pas, va réserver l'exercice de la pharmacie aux seuls apothicaires. Elle exclut donc ici les épiciers de leur communauté, des apothicaires. Donc selon cette déclaration, les pharmaciens ne peuvent plus pratiquer le commerce de l'épicerie et réservent aux apothicaires la vente exclusive et le privilège de vendre les médicaments. Ce texte finalement va marquer clairement la différence qui doit exister entre le métier de l'épicier et l'art du pharmacien, entre celui finalement qui fait commerce et celui qui les vend. Les apothicaires vont devenir donc les seuls débiteurs légaux des médicaments et des remèdes. Les deux termes sont, comme je vous l'ai dit, finalement réunis en même temps que les deux fonctions. Alors comment on le voit ça? C'est avec l'apparition finalement du collège de pharmacie. Collège de pharmacie qui va dénommer ces professionnels, donc les apothicaires, comme pharmaciens. Et cette déclaration de 1777 va faire évoluer donc les termes autrefois finalement dénués de véritable finalité. Désormais, l'expression pharmacie ici va recouvrir trois notions à l'égal de l'apothicarie. La première va désigner l'acte de fabrication finalement et de conservation du médicament. La seconde, la pharmacie en tant que science. Et enfin, la troisième, le lieu ou le bâtiment d'exercice, synonyme donc d'officine. Donc jusque-là, on pourrait croire que la qualification sémantique du pharmacien va de pair finalement avec la définition juridique de ses attributions, mais le droit nous réserve toujours des surprises. Et une requête du Collège de pharmacie de 1784 va nous prouver le contraire. Tout commence avec la présence de charlatans sur les marchés, qui vendent aussi et qui débitent des remèdes toxiques. Le collège de pharmacie, enfin les apothicaires, les pharmaciens, via le collège de pharmacie, vont demander finalement d'avoir possibilité d'afficher, au même titre que les marchands de vin, donc des affiches, afin de prévenir, des affiches de prévention. Voilà. Et là, finalement, en se mettant encore une fois sur le même pied que les marchands de vin, les pharmaciens attestent de la nature commerciale finalement de leur activité. Cependant, attention, aussitôt, ils revendiquent aussi dans cette requête finalement la sûreté du public, qui va de pair finalement avec la nature particulière de leur débit, les médicaments, les toxiques. Ainsi, on peut dire qu'au XVIIIe siècle, les apothicaires sont issus d'une culture commerciale, mais ils cherchent à se distinguer des autres commerçants par la nature finalement de leurs produits qu'ils vendent. Il s'agit bien ici finalement d'un problème de police des métiers, donc de commerce, mais avec une dimension supplémentaire due au domaine dont il est question, c'est-à-dire la santé. Donc toute atteinte, même commise avec les meilleures intentions du monde, à la santé publique reste intolérable. D'accord? Ça c'est, je vous épargne le long discours de la requête des pharmaciens. Donc finalement ici, plusieurs aspects essentiels ressortent de ces définitions et de ma partie de la communication. Les termes apothicaire, apothicarie et pharmacie s'inscrivent finalement dans une évolution chronologique entre l'époque médiévale et le XVIIIe siècle. Leur signification étymologique évolue et devient plus précise, passant finalement de la boutique, apothéca, à remède, pharmacon. L'apothicaire finalement et le pharmacien forment une seule et même personne, ayant les mêmes fonctions, et sont les principaux fabricants et débiteurs de remèdes en France. Alors l'apothicarie, en tant qu'art, va progressivement laisser place dans le courant du XVIIIe siècle à la pharmacie, ayant une connotation plus scientifique, mais cela n'empêche pas, encore une fois, je dirais la teneur du paradoxe que Thomas Delannoy va vous expliquer. On pourrait croire, du moins est-ce à cela que nous invitent les idées reçues qui courent sur la période, que les diverses compagnies, jurandes, maîtrises, collèges d'apothicaires ou de pharmaciens ont tous disparu pendant la Révolution française, emportés par les grands principes du libéralisme et notamment par la fameuse liberté du commerce et de l'industrie. En vérité, cette liberté
ne s'est appliqué à la pharmacie que pendant une très très courte période. Se ravissant, les révolutionnaires firent échapper la pharmacie de la liberté du commerce. Et c'est là que résulte le cœur de notre propos. Si les pharmaciens sont des commerçants, il est logique de leur appliquer le droit commercial et les grands principes qui régissent le droit commercial. A contrario, s'ils ne sont pas des commerçants, pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui, on les fait rentrer dans cette catégorie? Et surtout, pourquoi le législateur et les autorités publiques ont pris, depuis la Déclaration royale de 1777, une multitude de statuts, de règles qui viennent encadrer, contrôler et limiter la profession de pharmacien. Cette controverse va nous retenir et je vais donner 3 grandes périodes. Tout d'abord, le cadre révolutionnaire et impérial, ce sera ma première partie. Les controverses doctrinales et jurisprudentielles très nombreuses du XIXe siècle et de montrer que lorsque la jurisprudence de la Cour de cassation entend trancher un litige, il peut lui arriver de renouer avec les paradoxes initiaux. Donc tout d'abord, la période révolutionnaire et impériale. Le modèle corporatiste fut aboli dès les débuts de la Révolution. Ce sont les fameux décrets dits d'Allard du 2 mars 1791 qui suppriment les anciens corps de métier au profit d'un système de patentes. Le 17 mars 1791, le décret devient une loi avec effet au 1er avril. Au 1er avril, je cite, « Il sera libre à tout citoyen d'exercer telle profession ou métier qu'il trouvera bon. » Quelques jours plus tard, et quand je dis quelques jours plus tard, c'est le 14 avril, Eustache Livré, député, obtient que cette disposition ne s'applique pas à la pharmacie dans un rapport prononcé au nom du comité de salubrité. Je vous le cite parce qu'il est vraiment extraordinaire. Par une fausse interprétation de l'article 2 du décret du 2 mars dernier sur les patentes, des gens sans connaissance, comme sans autorisation quelconque, s'immiscent dans l'exercice de la pharmacie, préparent et vendent impunément toutes sortes de drogues et médicaments, tant simples que composés. Le mal est pressant et les malheurs qui en résultent sont très fréquents. Le comité de salubrité reçoit journellement des lettres de différents départements qui lui annoncent de nouveaux malheurs, occasionnés par l'impéritie ou par toute autre cause qu'on ne peut que soupçonner. Il obtient de l'Assemblée, dans la même séance, un projet de décret rédigé par le même comité de salubrité qui dispose « Les lois, statuts et règlements existant au 2 mars dernier relatifs à la pharmacie continueront d'être exécutés suivant leur forme et teneur jusqu'à ce que l'Assemblée ait statué définitivement à leur égard. » 15 jours donc après son entrée en vigueur, la liberté du commerce et de l'industrie était retirée de tout champ d'application dans l'activité pharmaceutique. Et les anciennes structures sont donc maintenues. Le collège de pharmacie dont on vient de parler devient la Société libre des pharmaciens de Paris. Elle est confirmée dans ses droits et son ancienne organisation. Le 30 Ventose en 4, la Société des pharmaciens de Paris prend le relais. Elle est suivie quelques mois plus tard par un décret du directoire, décret du 3 Prairial en 5, transformant la Société libre en école gratuite de pharmacie. Donc vous voyez, l'Assemblée n'a pas pris de disposition particulière, elle ne fait que proroger les institutions existantes. Il en est de même en province. On peut donner l'exemple de la communauté des apothicaires de Rouen, qui proposèrent dans la foulée des soubresauts parlementaires de 91 un projet de règlement pour la pharmacie, qui se contente juste de reprendre les statuts existants et surtout d'élargir les dispositions de la Déclaration royale de 1777 à l'ensemble du territoire national. De plus, si cette liberté du commerce ne s'appliquait plus à la pharmacie, les désordres entourant la suppression des corporations a eu un autre effet, celui de désorganiser complètement l'enseignement de l'art et la réception de nouveaux pharmaciens. Entre 1791 et l'an 11, ça fait quand même une belle période, aucun pharmacien n'a été reçu à Montpellier et à Strasbourg, selon le droit antérieur. La formation des pharmaciens relève des écoles de santé fondées sur la base du rapport Fourcroy du 14 Frimaire en 3, avec des résultats très mitigés. L'imbroglio persista pendant toute la période révolutionnaire, mais ça c'est le cas de beaucoup d'autres formations professionnelles. Et les corporations, quoique formellement supprimées dans leurs principes, vivotaient, faute de mieux, et l'enseignement pharmaceutique subissait des innovations incessantes, mais sans portée nationale. Il fallait donc un règlement définitif de cette question, et c'est ce que se propose la loi du 21 Germinal en 11. Alors la loi du 21 Germinal en 11, ça fait partie de ces grandes lois impériales que les professions citent avec dévotion. Je viens du notariat, la loi de Ventose en 11, c'est pareil, c'est une très très grande loi. Et elle ne précise pas les conditions d'accès, elle ne précise pas la qualification du métier de pharmacien, elle reste extrêmement formelle, elle se contente juste de clarifier les conditions d'accès à la profession. Elle s'ordonne en 3 titres. Le premier est relatif à la création d'écoles de pharmacie dans 6 villes, dont Paris, donc elle reprend le collège de pharmacie.
Elle s'attache à la discipline des élèves dans les dites écoles et les modalités d'examen, c'est le second titre. Et le troisième titre porte sur la réception des pharmaciens. À ces dispositions, la loi ajoute des règles visant l'inspection des officines, l'encadrement de la vente des remèdes, ainsi que les dispositions sur la profession d'arboriste qui avaient été ignorées des précédentes législations. L'objectif principal de la loi se trouve dans l'exposé des motifs. Tels sont les motifs du projet de loi sur l'exercice de la pharmacie. Ils sont fondés sur la nécessité de régulariser tout ce qui tient à cette utile profession. Cette loi présente une garantie suffisante contre l'inexpérience et la mauvaise foi. Elle forme le complément de la loi sur l'exercice de la médecine, donc vous voyez le binôme médecine-pharmacie, et donne lieu d'espérer que les progrès de ces deux sciences contribueront de plus en plus à diminuer les maux qui affligent l'humanité. Sur le fond, la loi de Germinal en 11 n'innove guère par rapport à la déclaration royale de 1777. Elle élargit son application à l'ensemble du territoire national. Le législateur insiste sur la nécessité qu'il y a pour le gouvernement de réglementer une profession sensible, laquelle fait appel à la science la plus exacte, ce qui justifie l'érection d'écoles de pharmacie sur tout le territoire, et à la plus extrême rigueur dans son exercice avec l'inspection des officines. Nous sommes donc, comme vous pouvez le constater, très loin de la liberté du commerce. Et nous sommes donc en droit de nous interroger sur la qualification que le législateur retient quant à la nature de cette profession. Est-elle libérale, civile ou commerciale? L'article 32 de la loi dispose in terminis. Ils, les pharmaciens, ne pourront faire dans les mêmes lieux ou officines aucun autre commerce ou débit que celui des drogues et préparations médicinales. Et l'ordonnance du 9 Floréal en 11 reprend les mêmes termes sous une forme légèrement différente. Il est défendu aux pharmaciens de faire dans leurs officines aucun autre commerce ou débit que celui des drogues et préparations médicinales. Cette expression défend donc aux pharmaciens de se livrer dans leur officine à tout autre commerce que celui des drogues et préparations médicinales, ce qui revient à dire que les drogues et préparations médicinales rentrent dans le champ du commerce. Cette formulation ambiguë va nourrir tout le débat doctrinal et jurisprudentiel du XIXe siècle. On oppose le commerce de la pharmacie à tous les autres commerces susceptibles de lui être liés, vin, eau de vie, liqueur, eau minérale. Les pharmaciens se voient reconnaître un complet monopole sur la vente des drogues, le corollaire étant qu'ils ne peuvent, dans leurs officines, vendre les biens sus-mentionnés. Alors, après la loi de Germinal en 11, il faut s'intéresser à un autre effort du législateur napoléonien, c'est le Code de commerce de 1807. On a deux articles qui peuvent nous éclairer là-dessus. L'article 1er, qui donne la définition classique du commerçant, c'est encore la définition du droit positif du reste, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Qu'est-ce qu'un acte de commerce? Alors, on n'a pas d'éléments de définition, on n'a pas d'éléments objectifs d'appréciation, on a une liste qui figure à la fin du Code de commerce sur les affaires qui sont soumises au ressort du tribunal de commerce. C'est l'article 632 qui dispose, donc in principio cette fois-ci, sont réputés actes de commerce, premièrement, tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage. Sous cette forme étroite, l'achat de matières premières en vue d'une fabrication médicinale destinée à la revente peut donc relever de l'acte de commerce, et dès lors que celui qui s'y livre le fait à titre habituel, il est commerçant. Un dernier texte peu cité, c'est la circulaire ministérielle du 7 avril 1811 portant sur l'application des articles 68 et 69 du Code de commerce de 1807. Alors, dans le Code de commerce, on obligeait les commerçants à publier au greffe du tribunal de leur ressort leur contrat de mariage. Et la question que posaient les professionnels du droit, c'était quand est-ce qu'on doit publier le contrat de mariage d'un tel ou d'un tel? Autrement dit, existe-t-il des critères objectifs d'appréciation de la profession de commerçant? Les notaires ne se contentant pas de l'article 1er du Code de commerce. Ils n'avaient pas envie d'engager leur responsabilité, ce qui est aussi une vieille coutume de la profession. Le ministre de la Justice, dans une lettre adressée au procureur des Deux Ponts, donc en 1811, comme j'ai dit, en 7 avril, rappelle que, je cite, « Je n'ai jamais pensé qu'on dût ranger parmi les commerçants le simple artisan qui, ne travaillant qu'au fur et à mesure des commandes qu'il reçoit journellement, ne fait point de son état un objet de spéculation. » Alors, on parle des artisans, quel est le rapport avec les pharmaciens? Eh bien, le tribunal civil de Villefranche, le 26 août 1881, pour reconnaître la bonne foi du notaire instrumentaire, reconnaît l'utilité de la circulaire ministérielle et cite que, compte tenu de l'incertitude de la jurisprudence, le notaire, en application de la loi de la circulaire du 7 avril 1811, était en droit
de ne pas publier le contrat de mariage, puisqu'il y a une incertitude de la jurisprudence et de la doctrine sur la qualification du pharmacien. Mais le pharmacien se retrouve classé parmi les artisans, ce qui n'est pas non plus très satisfaisant au plan juridique. Je n'ai pas d'informations sur un éventuel appel qui a été fait contre la décision du tribunal civil de Villefranche. En tout cas, nul doute que le notaire devait être content de ne pas avoir eu sa responsabilité engagée. Alors, cette décision du tribunal de Villefranche nous permet de voir les controverses jurisprudentielles et doctrinales. Il y a deux jurisprudences qu'il faut connaître en la matière, si tant est qu'on vous interroge un jour sur ce sujet. C'est l'arrêt rendu par la Cour royale de Nîmes le 27 mai 1829 et celui rendu par la Cour royale de Montpellier le 19 février 1836. La Cour royale de Nîmes déclare, je cite, « Attendu qu'un pharmacien est évidemment rangé dans la classe des commerçants, puisque, suivant la définition donnée par l'article 1er du Code de commerce, il exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. » Cet arrêt confirme la compétence du tribunal de commerce dans une affaire touchant à l'achat d'une officine de pharmacie, qualifiée à cette occasion de fonds de commerce. C'est clair, c'est net, c'est limpide, mais c'est très court. A contrario, la Cour de Montpellier, reprenant dans un premier temps le critère permettant de qualifier un individu de commerçant, donc il se base sur le même article, et les éléments permettant d'identifier un acte de commerce, décide de ne pas retenir la qualification de commerçant pour les pharmaciens, au motif que, si dans certains cas, le pharmacien vend des objets qu'il a achetés sans même les avoir manipulés, ces actes sont purement accidentels et ne sont pas constitutifs de l'exercice de sa profession. Les pharmaciens sont soumis par la loi à des conditions de capacité, ils subissent des épreuves et des examens spécifiques et ils ont été institués dans un intérêt public pour préparer et vendre les compositions chimiques et médicaments sous la garantie de leur savoir et de leur expérience, qu'ainsi on ne peut pas dire qu'ils revendent des matières premières mais des produits nouveaux qu'ils ont fabriqués et que dès lors ils ne doivent pas être classés parmi les commerçants. Un relevé rapide de la jurisprudence des tribunaux et des cours d'appel. Alors je me suis contenté des arrêts et des décisions publiées dans les revues. Je ne suis pas allé faire un travail d'archives. Donc on relève pour le 19e siècle 18 décisions rendues par les juridictions du premier degré et par les cours d'appel. Alors je vais gérer un tableau mais je ne vous le projette pas parce que c'est indigeste. En fait, la cour d'appel de Montpellier est dans un splendide isolement. Elle est toute seule avec sa qualification civile. Toutes les autres décisions, Nîmes, le tribunal civil de Cussey, la cour d'appel de Rouen, le tribunal de Beaune, la cour d'appel de Paris, le tribunal de Draguignan, enfin vous avez tout le monde, jusqu'à des arrêts de 1886 sur lesquels je reviendrai, tous déclarent que les pharmaciens sont des commerçants. Alors je vous ai parlé de controverses avec un arrêt d'un côté, 17 de l'autre, le match est joué. Eh bien non. Non, car la doctrine, elle, va maintenir le partage. On va prendre deux auteurs emblématiques, Orillard et Nouguier. Voici ce que déclare le premier dans son ouvrage « De la compétence et de la procédure des tribunaux de commerce », qui est un classique. Les motifs de l'arrêt, il parle de celui de Montpellier, sont d'une justesse dont l'évidence frappera tous les yeux. Et il écrit « Pourquoi la pharmacie serait-elle plutôt un commerce que la médecine? Ce sont là deux sœurs vouées à l'étude des sciences naturelles et chimiques. Ce qui fait le prix des préparations pharmaceutiques, ce n'est pas la substance qui les compose, leur valeur vénale est à peu près nulle. C'est la science du pharmacien. » Et il conclut, cette profession est donc aussi libérale que la médecine. Le second, dans son Des tribunaux de commerce, des commerçants et des actes de commerce, également 1844. Si le médecin donne des soins aux malades, le pharmacien concourt à l'accomplissement de sa tâche. Si le médecin écrit des ordonnances, le pharmacien les exécute. Le pharmacien et le médecin la pharmacie et la médecine sont donc deux sœurs inséparables. On revoit le binôme de sœurs. Et il poursuit. Le pharmacien, il est vrai, achète des drogues et les revend convertis en médicaments, mais leur valeur vénale est à peu près nulle. Encore l'idée de la valeur vénale nulle. Ce qui donne du prix, c'est la science du pharmacien, et c'est cette science qui constitue la profession libérale. Et logiquement de conclure, c'est pour cela que nous préférons le système admis par la Cour de Montpellier, dont l'arrêt, logiquement motivé, mérite d'être transcrit ici. Quelques années plus tard, la Cour d'appel de Rennes, le 20 janvier 1859, a apporté un petit élément qui vient étayer cette idée. Il avait jugé qu'un médecin, donc un médecin, pas un pharmacien, qui se livre à la réalisation de préparations pharmaceutiques ne se livre pas à un acte de commerce. Et cette qualification donc de la préparation pharmaceutique comme n'étant pas un acte de commerce vient évidemment nourrir la doctrine qui est favorable à cette définition. Alors si on résume, voilà le cadre d'organisation de la profession au XIXe siècle. Élément en faveur de la qualification commerciale. Les pharmaciens doivent se munir d'une patente. Ils sont tenus de tenir, il est requis qu'ils tiennent des livres de commerce.
ils doivent faire publier leur contrat de mariage. Ça a été confirmé par la Cour d'appel de Grenoble le 28 mars 1859. Il peut faire faillite. Il est justiciable des tribunaux de commerce et soumis à la contrainte par corps. Cour d'appel de Paris, 25 mars 1858. Et la valeur vénale de l'officine de pharmacie tombe en communauté. Alors là, excusez, c'est le notaire qui parle. Cour d'appel de Metz, 29 novembre 1842. Donc, l'officine de pharmacie est un fonds de commerce et le pharmacien est un commerçant. Dans le même temps, on ne peut exercer la pharmacie que si on a un diplôme et toutes les épreuves et les dépenses que cela implique. Il y a également une condition d'âge, 25 ans. Il y a également l'interdiction de s'associer avec quelqu'un qui n'est pas pharmacien, donc interdiction des sociétés. L'interdiction de faire breveter ses compositions pharmaceutiques, c'est l'article 3 de la loi du 5 juillet 1844. Le pharmacien est soumis aux mêmes règles que celles des médecins concernant le secret professionnel. Et l'article 909, dans sa rédaction d'alors, interdit tant aux docteurs en médecine qu'aux pharmaciens de profiter des dispositions testamentaires qu'un patient aurait pu faire pendant que le médecin ou le pharmacien le traitait. La controverse jurisprudentielle et doctrinale paraît tranchée au début du XXe par un arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 1905. Je cite l'attendu. Mais attendu que l'exercice de la pharmacie consiste à acheter des médicaments ou substances médicamenteuses pour les revendre dans un but de spéculation, soit dans le même état, soit après leur avoir fait subir une préparation, il s'ensuit que la profession de pharmacien est commerciale, et la réglementation dont elle est l'objet, dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, non plus que les conditions d'aptitude exigées de ceux qui s'y destinent, ne sauraient en modifier le caractère. Cet arrêt reprend un raisonnement qu'on trouve dans la doctrine à partir de la fin du XIXe siècle, notamment dans les pandectes françaises, dans lequel on peut lire en 1886 « La préparation des médicaments exige des connaissances particulières, mais cette manipulation est tout à fait accessoire. Et en définitive, ce sont des drogues achetées pour être revendues, manipulées ou non, qui constituent l'objet principal de la spéculation du pharmacien. Il faut donc décider que cette spéculation a un caractère commercial. » On voit là quasiment des termes très proches de la décision, ce qui permet de penser que les juges avaient ça à l'esprit quand ils ont rendu leur décision. Un fait qui ajoute à la force de notre argumentation, c'est la transformation importante qui s'est accomplie de nos jours, fin 19e, dans la manière d'exercer la pharmacie. La plupart des médicaments débités dans les officines sont achetés, préparés d'avance, et à l'égard de ces produits, les pharmaciens ne font qu'acheter et revendre dans un but évident de spéculation. Alors, ce qui était vrai à la fin du 19e siècle est encore plus vrai aujourd'hui, puisque les préparations médicinales que les pharmaciens sont tenus de pouvoir encore accomplir, c'est vraiment la portion congrue de leur activité. Alors, on pourrait croire que l'affaire est entendue. Eh bien non. Car la jurisprudence qui va accoucher de la décision de la Cour d'appel de la Cour de cassation de 1905, en conférant aux pharmaciens le titre de commerçant, leur a également reconnu le corollaire, c'est-à-dire la possibilité de s'associer dans le cadre de syndicats professionnels. Et donc on a 3 décisions de justice qui ont reconnu aux pharmaciens la qualité de commerçant et également la possibilité pour eux de s'associer dans des syndicats professionnels. Ces 3 arrêts du 1886, la Cour d'appel de Paris le 20 janvier, la Cour d'appel de Toulouse le 28 octobre et la Cour d'appel de Bordeaux le 23 novembre 1886. Devant des abus croissants et faute de disposer d'un régime analogue à celui des médecins, l'Association générale des syndicats pharmaceutiques de France, créée en 1878, après avoir tenté en vain d'introduire une réglementation professionnelle, réclama vigoureusement la constitution d'un ordre, capable d'assurer une régulation déontologique. On aurait pu croire que Vichy aurait été sensible à cette demande, mais il se contenta de supprimer les syndicats professionnels et de structurer la profession sous une forme corporative, avec des chambres départementales, des conseils régionaux et un conseil supérieur de la pharmacie. Les membres de ces diverses instances recevaient en outre la mission d'exercer des actions disciplinaires à l'égard des professionnels, tout en n'étant pas soumis à des élections démocratiques, mais désignées par les autorités administratives, et pas du tout dans une logique d'ordre. Il faudra attendre la libération du territoire et l'ordonnance du gouvernement provisoire de la République en date du 5 mai 1945 pour que ne soit véritablement créé l'Ordre national des pharmaciens, résultant des débats de l'entre-deux-guerres. Et c'est là que le paradoxe devient vraiment prégnant. C'est que si parmi les 16 professions réglementées et structurées en ordre professionnel que compte la France, réunies depuis 1981 dans un comité de liaison des institutions ordinales, on compte des professionnels de santé, les chirurgiens, dentistes, les infirmiers, les masseurs, les médecins, les pédicures, les sages-femmes, les vétérinaires, des professions juridiques et judiciaires, les avocats au Conseil d'État et la Cour de cassation, les avocats du barreau de Paris, le Conseil national des barreaux, les huissiers de justice, les notaires, des professions techniques, les architectes, les experts comptables, les géomètres experts, j'ai oublié les vétérinaires pour les professions de santé, qui sont tous des professionnels libéraux.
et les pharmaciens qui, sur le plan de la logique institutionnelle, induite par l'idée de profession réglementée, font bande à part avec leur qualification commerciale. Voilà, j'ai fini.